Donc je vous propose d'introduire ce café débat et puis de laisser la parole après à nos invités. Mesdames, Messieurs, je salue ma binôme conseillère départementale Dominique Andrieux-Bonnet. L'insertion de la nature ou sa préservation dans les projets d'urbanisme sont autant de défis qui entraînent de manière plus ou moins rapide la transformation de nos espaces urbains. Ces mutations visent notamment à lutter contre les effets du changement climatique, mais aussi à répondre aux attentes sociales. Désimperméabilisation des sols, gestion alternative des eaux pluviales, choix d'espaces plus naturels, moins maîtrisés, utilisation de matériaux bio ou géosourcés, mode de gestion attentif à la communication des espèces animales ou végétales entre elles, tout ceci modifie déjà la physionomie de certaines villes avec des bénéfices avérés. La préoccupation est générale et en ce moment même, l'école d'architecture de Montpellier propose une conférence intitulée « Vers une architecture pour la santé du vivant ». Comment donc partager nos imaginaires et nos connaissances par rapport à ces mutations engagées ou à venir? Comment faire valoir nos idées, non encore figées dans ce contexte-là, sans en négliger les enjeux? Si les réactions s'expriment différemment, les opinions sur l'évolution de nos territoires comptent dans le débat public. Pour être audible, il est important qu'elles soient nourries de références théoriques, de démarches partagées et de projets concrétisés. La mission de sensibilisation des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et leur position entre administration et profession indépendante autorise pour cela l'ouverture de lieux de réflexion en commun. Et en tant que président, je suis très heureux d'y retrouver à chaque fois un public fidèle et d'accueillir aussi des participants qui découvrent le rôle original et je crois, mais c'est peut-être immodeste, essentiel de cet organisme départemental. Ouvert à tous, sans contrainte de légitimité, les cafés-débats comme celui de ce soir sont l'occasion d'alimenter la réflexion sur des questions architecturales, urbanistiques, paysagères, environnementales. Ressaisis sous le concept de développement durable ou soutenable il y a une trentaine d'années, ces questions ont été appréhendées ensuite en termes de transition écologique pour mieux souligner la rupture nécessaire dans nos modes de pensée et d'agir. Ces questions impliquent plus que jamais de se confronter à une pensée complexe, forme d'acte de résistance à la diffusion de modèles prénormés et d'un débat public bien souvent caricatural. Planter pour rafraîchir et optimiser l'eau dans la ville sont deux urgences vitales et j'ai le grand plaisir d'accueillir ce soir deux personnalités qui ont accepté avec simplicité de venir partager leur expérience sur ce sujet. Tout d'abord, M. Pierre Athanase, qui est vice-président de la métropole de Lyon, chargé de l'environnement. Ces multiples délégations l'ont conduit à composer avec l'urgence d'adapter les territoires au présent, avec des choix ambitieux dans leur aménagement. Le développement d'une culture commune parmi les services de la collectivité pour préparer un avenir de plus en plus incertain en est un exemple. Ensuite, M. Christian Piel, directeur de l'agence parisienne Urban Water, qui est juste assis au premier rang, géographe, urbaniste et hydrologue, et qui a fait le choix, face à ce même dilemme, de regrouper autour de lui des compétences pluridisciplinaires. Son agence travaille de façon exigeante à la gestion du risque avec des pratiques permettant d'optimiser l'eau à différentes échelles. Il nous montrera dans une deuxième partie des exemples d'aménagement permettant aux villes de, pour reprendre ces mots, remettre à l'honneur leur sol. Merci encore à tous les deux pour votre présence et je me tourne tout de suite vers Pierre Athanase. Depuis les années 80-90, la métropole lyonnaise a développé une culture du sol et du végétal, mais en 2022 et 2023, les records en matière de plantation d'arbres ont été pulvérisés avec des chiffres qui laissent rêveur. Vous nous avez, je crois, préparé quelques éléments de présentation et c'est avec grand plaisir que nous vous écoutons
pour cette première partie de Café Débat. Merci beaucoup. Oui, bonsoir, merci. Effectivement, donc, sur la métropole de Lyon, en fait, la culture de l'art est née, renée plutôt, au début des années 90. Mais c'était vraiment d'essayer de planter mieux, sans qu'il y ait vraiment de réflexion par rapport à le rafraîchissement, par rapport au dérèglement climatique. Donc, mais c'était déjà bien parce qu'on a un service au moins qui était acculturé et qui s'est planté. Il y a eu pas mal de choses qui ont été plus ou moins innovantes. Et donc, quand je suis arrivé, j'avais au moins un service sur lequel je pouvais travailler. Une brève présentation de la métropole de Lyon, évidemment Lyon, mais 57 autres communes. On a un statut très particulier en France, puisqu'on a gardé les compétences de la communauté urbaine, mais on a également celles du département. Et on a été élu au suffrage direct pour la première fois en 2020. Ce qui est plutôt pratique pour les élus, ça nous donne effectivement des leviers pour travailler. Lyon, donc ça c'est une photo qui a été faite en août pendant la 4e canicule. On a eu 4 canicules à Lyon, dont une très longue, 18 jours d'affilée et avec un record de température. Il faut bien voir que cette canicule, c'est devenu maintenant, et vraiment sur les plantations, c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en avant, la préoccupation principale des Grands Lyonnais. Le Santé publique France a publié à nouveau ses chiffres cette année, donc les chiffres de la mortalité suite aux canicules, c'est 5167 décès en France, et sur la métropole de Lyon et le département, Santé publique France ne fait pas la différence, c'est 796 décès. On est la région de France où la canicule tue le plus. On est la ville de Lyon est la ville de plus de 500 000 habitants qui, en Europe, a connu le plus fort réchauffement climatique. Nous, les 2,5 degrés, on les a déjà dépassés. Donc on est vraiment dans une situation qui est particulièrement inquiétante. Une nature sous pression, évidemment, sur la métropole, 51% du territoire est artificialisé. Évidemment, urbanisme, les routes, et 49%, c'est de l'agriculture ou des milieux naturels ou dits naturels, principalement des boisements. On a affaire évidemment à l'effondrement de la biodiversité, et c'est un véritable sujet. Et on ne peut pas traiter le climat sans traiter la biodiversité. On est vraiment maintenant dans un timing qui est absolument énorme. L'accélération du dérèglement climatique, et je précise canicule, parce que quand on interroge les gens, en fait, la sécheresse, ils s'en fichent un petit peu. La sécheresse, c'est pour les agriculteurs, c'est pour ceux qui ont un jardin. Mais la canicule, c'est vraiment la chose qui fait peur aux gens. C'est effectivement inconfortable. Et c'est pour toutes les personnes qui ont des problèmes respiratoires, cardiaques, les personnes âgées et les très jeunes enfants. C'est évidemment une situation qui est particulièrement désagréable. Pourtant, quand je suis arrivé comme élu, on m'a sorti cette carte, la carte de la métropole de Lyon. Donc vous voyez Lyon ici, Villeurbanne, pour ceux qui connaissent, donc la vallée de la Chimie est là. Donc une agglomération particulièrement verte, où tout va bien. Et donc c'est à la limite pourquoi s'en faire et pourquoi planter. Alors c'est quelque chose qui est tout à fait contestable. Et moi mon baromètre, c'est absolument pas la carte de végétalisation, mais la carte de la canopée. Et là, on voit, regardez la différence. Vous prenez cette commune-là, qui est une commune très rurale, tout est vert. Ici, on a des grosses communes. Oh, pardon. On a des grosses communes, mais pas mal d'agriculture céréalière. Et on voit que là, on manque cruellement d'arbres. On a un indice de canopée qui est meilleur dans le centre-ville de Lyon que sur les zones agricoles. Là, c'est le Val-de-Saône. Donc face à cette situation, il faut évidemment agir et agir très rapidement. Il faut démultiplier les plantations. Effectivement, je vous ai dit, début des années 90, le maire de l'époque, président à l'époque on l'appelait le Grand Lyon, a créé un service arbre qui a plutôt bien travaillé. Mais pendant les 3 mandats, les 3 derniers mandats, on plantait sur la métropole entre 1200 et 2000 arbres nouveaux. Ce qui est largement insuffisant. Cette année, on a planté, donc cet hiver, au cours des 3 mois d'hiver, on a planté 52 000 arbres.
L'année passée, on en avait planté 25 000. En fait, il faut y aller crescendo, parce que planter des arbres, c'est une chose, on sait faire. Il faut les entretenir pendant les années qui viennent. Donc il faut monter, il faut pouvoir travailler en relation, évidemment, avec nos partenaires, que ce soit les pépiniéristes, évidemment, que ce soit les entreprises qui vont nous apporter la terre ou celles qui plantent. Donc démultiplier, c'est évidemment très très important, mais ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de mettre des arbres un petit peu partout. Il faut vraiment avoir une stratégie de plantation pour du rafraîchissement. Les îlots de chaleur, évidemment, là on est sur un ouvrage qui est tout à fait récent. Maintenant, ça fait une dizaine d'années qu'il est fait. Ça, c'est une photo qui a été réalisée en 2019. Une darse, donc un port sur la Saône avec une entrée sur la presqu'île de Lyon, dans le 2e arrondissement. Donc un endroit qui a tout pour être frais, puisqu'on a la Saône qui arrive, on a des bateaux. Et pourtant, comme c'est fait, on était sur le pire îlot de chaleur de Lyon. Ici, pendant tout l'été, il n'y avait absolument personne, et personne ne voulait faire de manifestation sur cette darse qui s'y prête pourtant bien. Donc une des premières actions un petit peu spectaculaires que je m'étais permis, c'est de planter. Voilà, donc on a planté ici 39 arbres, là où il y en avait 3. On les a plantés, ça c'est vraiment... Alors là c'est peut-être un peu plus dense que ce qu'on fait habituellement, mais on a rapproché les arbres entre eux, c'est très important, et au pied on met des arbustes. Ici c'est les fosses continues, ça c'est vraiment quelque chose d'important. Fosses continues jusqu'à maintenant, sur Lyon, comme plein de villes de province, on s'est inspiré de ce qui avait été fait par Haussmann et Alphand à Paris. Donc un arbre tous les 7 mètres, à peu près, 6 mètres 50, 7 mètres 10, peu importe. Donc ça a été ça sur les premières plantations. Arrivé les années 70, eh ben, c'était un arbre tous les 14 mètres, c'était plus pratique, on pouvait faire 2 places de stationnement entre les arbres. Mais au niveau du rafraîchissement, ça ne marche plus, parce qu'on a une zone d'ombre, une zone de chaleur, une zone d'ombre, une zone de chaleur, et ça ne fonctionne pas. Donc il faut absolument rapprocher les arbres. Après, ce qu'on essaye de faire, très souvent, on n'y arrive pas systématiquement, hein, en ville c'est des fois assez compliqué, mais maintenant sur 80% de nos plantations, c'est de faire des fosses continues de terre, de façon à ce que les arbres puissent communiquer entre eux. Soit communiquer directement par des racines lorsque c'est la même espèce, les anastomoses, hein, ça c'est des choses qui sont connues depuis très longtemps, mais également lorsque c'est des espèces différentes, les champignons, les mycorhizes, qui elles vont relier les arbres entre eux, vont faire que les arbres deviennent solidaires, et quand on a des champignons, quand on a un sol qui est bien mycorhizé, on a une meilleure rétention en eau. Ça c'est vraiment important. Donc vraiment, si on doit planter des arbres, il faut commencer par s'assurer qu'on a les moyens d'avoir un volume de terre et une qualité de terre suffisante. On peut très bien planter des glands, des faines de hêtre ou des marrons, mais il faut avoir de la terre. Ce n'est pas la taille de l'arbre à la plantation qui compte, c'est le volume de terre et la façon dont elle va être disposée. Ça, c'est un site qui avait été aménagé. Alors, c'était un petit peu le hasard, hein. C'était, voilà, il y avait une piste cyclable, des choses comme ça, et c'est un endroit où, quand on passe dans Lyon, il fait frais. On est bien l'été, qu'on soit en vélo, il y a une piste cyclable, qu'on soit à pied, on est plutôt bien. On a équipé le site avec une multitude de capteurs qui mesurent la tensiométrie du sol, l'hygrométrie de l'air, la différence de taille des pousses entre le jour et la nuit, enfin plein de choses. Et puis tout bêtement, des thermomètres qui enregistrent. On a cet équipement ici, et sur la même rue un peu plus loin, où on a juste les platanes qui sont là, pardon, je ne sais pas comment ça s'enlève, voilà. Voilà, les platanes qui sont là, et on n'a pas la végétation intermédiaire. Et on s'aperçoit ici, où on a des grands arbres, des arbres de taille moyenne, des grands arbustes et des couvre-sols, on a sur les 4 mois d'été, juin, juillet, août, septembre, 4,2 degrés de différence, et en période de canicule, on a 7,4 degrés. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne réellement. Et du coup, le paradoxe, c'est qu'alors qu'on est sur une rue qui est très passante, on n'a a priori pas envie de s'arrêter. Maintenant, sur le mobilier urbain, il y a du monde en été parce qu'ici, il fait frais. À la main, alors. Oh là là. Ah. Je vais pouvoir présenter la météo. C'est qui ça?
Alors, quelque chose qu'on fait maintenant aussi, c'est qu'on intègre la gestion des eaux pluviales. Pour une raison principale au départ, qui était d'arrêter d'envoyer de l'eau de pluie se mélanger. 80% de notre réseau d'égouts est unitaire, donc on mélangeait l'eau de pluie avec l'eau polluée de nos appartements, mais également de quelques industriels. En période d'orage, on saturait les stations d'épuration et on jetait au Rhône des eaux qui étaient polluées parce que pas le temps de faire. L'idée a germé, on a travaillé, donc il y a eu un programme LIFE hein, où on travaillait avec l'OFB, avec l'INRAE, sur les arbres de pluie, et on a développé ça. Donc ceux qui sont intéressés par les arbres de pluie, sur le site de la métropole, il y a une brochure qui a été réalisée, hein, qui montre un petit peu les principes. Les principes numéro 1, donc c'est vraiment plus de bordure pour empêcher l'eau de rentrer. Pendant très longtemps, on a eu peur que l'eau de pluie, en passant sur la route, amène de la pollution et tue les arbres. Non, on fait rentrer vraiment l'eau ici. Voilà. Et de l'autre côté, côté caniveau, ce sont les mêmes plantations ici. On fait des tranchées. Alors ici, oh, pardon, il faut que j'arrête de toucher l'écran. Donc ici, on a des tranchées, genre tranchées de Stockholm, hein, des tranchées qui font 40 cm, remplies de gros éléments, c'est de la pierre, des gros blocs. Là, on a reconstitué le caniveau en pavé lyonnais, c'est un petit peu la tradition. Ici, on l'a laissé continu comme ça, avec simplement des grilles. Lorsqu'il pleut, et même lorsqu'il y a des gros orages, un jour, c'était les collègues de Clermont-Ferrand qui étaient venus visiter, on a eu une grosse averse ici, et ils me disaient, mais ça sert à rien puisque tu as des pavés, à quoi ça sert de faire ça? Et on a vu la différence. L'eau, elle rentre vraiment dans les grilles, et ici, c'est juste phénoménal. Donc, on récupère vraiment toute l'eau qui est possible. Ça désature les stations d'épuration, ça fait grossir les arbres beaucoup plus gros. On a un site, justement dans le programme LIFE, qui montre que les arbres grossissent plus vite, évidemment. Chaque fois qu'il pleut en été, ils ont un peu plus d'eau, et c'est bien meilleur, évidemment, pour la biodiversité. Végétaliser autrement, c'est également vraiment revoir et intégrer la végétalisation dans des projets. Là, on est vraiment à la Pardieu, cœur très dur hein, de Lyon. Ça, c'était en 2019, la place Danton. Beaucoup de problèmes de circulation d'un axe qui est souvent saturé là-bas, donc beaucoup de petits malins passaient par là et la vie était assez intenable pour les gens. On a revu le programme de circulation. Ça avait été fait évidemment juste avant les élections, 2019. On avait mis quelques plantes en pot, quelques arbustes pour faire beau, mais on était sur un magnifique îlot de chaleur et une zone qui était complètement imperméabilisée. Voilà ce qu'on a fait, donc ça c'était l'année dernière, 2023, on a décrouté, donc décrouté, on enlève l'enrobé. Ici, comme on avait les platins qui étaient présents, on a décaissé mécaniquement le dessus, le reste par aspiration. On a apporté de la terre. Et cette année, voilà, ça c'est une photo que j'ai fait la semaine dernière, les habitants viennent, là où avant c'était juste intenable, là où il n'y avait que les voitures qui se croisaient. Et ici, vraiment, on récupère vraiment l'eau. C'est un site où on a végétalisé pratiquement 2000 m². Et c'était qu'un rond-point routier. Végétaliser autrement, c'est faire des forêts urbaines. Alors, on ne fait pas de forêt Miyawaki à Lyon. Je sais que c'est la mode, enfin pas la métropole, il y a quelques villes en ont fait, c'est la mode. Une forêt, ça c'est moi, j'ai été un peu sévère avec mes collègues, c'est 2 hectares à 2,5 hectares à minima. C'est des plantes qui sont plantées sur un standard de ce que fait l'ONF, de ce que font les sylviculteurs privés, sauf qu'on mélange les essences, sauf qu'on y met également des arbustes, surtout en périphérie. Mais ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment, vraiment très très bien. Et l'objectif est d'avoir une centaine d'hectares de forêt urbaine d'ici la fin du mandat. Végétaliser autrement, je vous ai dit tout à l'heure, c'est 49% de territoire agricole ou naturel. Et il ne faut pas croire qu'en plantant uniquement dans le cœur des villes, on va rafraîchir nos villes, ça ne va pas suffire. Il faut qu'on arrive à végétaliser beaucoup plus. Et donc on s'est lancé dans un marathon de la biodiversité, on est aidé par l'agence de l'eau pour ça, et l'idée c'est de planter 42 km de haies bocagères. Donc il y a un cahier des charges, hein, c'est systématiquement du double rang, et tous les arbres sont plantés avec des arbustes ou des arbres qui ont le label végétal local de l'Office français de la biodiversité. Ce sont non seulement des espèces régionales, mais dont les graines ont bien été récupérées dans la zone biogéographique de la métropole de Lyon.
Planter ailleurs aussi. Si vraiment la métropole, on est les champions du monde, on plante vraiment partout, sur tout le domaine public de la métropole. Si les communes font pareil sur leur domaine, on ne végétalisera que 30% de notre territoire et ça ne va pas être suffisant. Cet exemple-là est vraiment intéressant. On a mis en place un dispositif de subvention pour l'habitat collectif. On subventionne les bailleurs sociaux et les copropriétés pour planter. On subventionne... Pardon. Oui, on subventionne à hauteur de 50% la plantation. Il y a un bonus de 10% s'il y a du végétal local, de 5% s'il y a des arbustes. Donc ça peut faire 65%. Tous les travaux d'études sont pris à 100% par la métropole. Et pour les ensembles, les résidences qui le souhaitent, il peut y avoir un accompagnement par une association après pour que les gens s'approprient bien les plantations. L'objectif était d'avoir 100 résidences pendant le mandat. On y arrive là maintenant, donc du coup on fait une nouvelle mouture. On garde effectivement ça, les copropriétés, enfin tout l'habitat collectif. On y rajoute tout le pavillonnaire. On a des communes où on a étalé des lotissements pendant des années et on manque vraiment d'arbres. Les gens chez eux ont bien planté un cerisier, un cyprès, mais dans les parties communes il y a très peu de choses. Et on y rajoute également tout ce qui est médico-social, que ce soit les EHPAD, que ce soit les endroits où il y a des mineurs qui sont résidents, il y en a malheureusement beaucoup, les handicapés. Donc de façon à végétaliser vraiment beaucoup. Ici on est sur Lyon 3e. On est dans un endroit où on ne pouvait pas planter dans les rues, parce qu'on avait des problèmes de réseau, c'était juste impossible. Là, on est une école. Le fait de planter là, c'est un bailleur social. Le fait de planter là, ça c'était la première plantation qu'on a fait avec ce dispositif il y a 3 ans. Maintenant, les arbres ont pris, on a rafraîchi toute une partie du quartier avec ces plantations. Donc vraiment un intérêt à inciter les gens à planter chez eux. Que planter? Alors ça c'est souvent la question, hein, c'est quelle espèce vous plantez? Il va faire chaud, donc il faut planter. Alors on nous dit, hein, on va avoir le climat de Marseille, on va avoir le climat de Madrid, on va avoir le climat d'Alger, selon le pessimisme des gens. Mais c'est pas vrai, on va pas du tout avoir ces climats-là. On va avoir les températures estivales de ces villes-là. On aura toujours des hivers qui seront froids. On a maintenant systématiquement tous les ans des gelées tardives, au mois d'avril, au mois de mai cette année. On a un climat qui est complètement différent et c'est beaucoup moins glamour que le climat de Barcelone. Si on fait du copier-coller, on prend cette végétation méditerranéenne, on la met à Lyon, on aura des échecs récurrents. Autre chose, c'est que quand on plante des espèces qui sont vraiment des espèces xérophiles, des espèces qui se sont vraiment adaptées à des situations très sèches ou très chaudes, ce sont des arbres qui évapotranspirent très très peu. Leur adaptation, donc ils ferment les pores et on transpire au minimum. Du coup, on a toujours l'effet parasol, on a toujours l'ombre des arbres, mais on n'a pas l'humidité qui est envoyée par les arbres. Donc on a tout intérêt à rester avec des espèces régionales. Par contre, c'est pas vrai à 100%. Tout à l'heure, hein, vous vous rappelez la photo de la darse que je vous montrais. Ici, c'est une telle fournaise que si on avait mis du tilleul, si on avait mis du frêne, si on avait mis ces espèces-là, ça aurait été un échec. On aurait eu ce qu'on appelle les chaudures, hein, les rayons du soleil l'après-midi qui se reflètent sur le minéral ou sur l'eau, là sur le port, et qui repartent, qui brûlent le tronc. Un arbre, en fait, c'est bien fait, mais c'est bien fait pour résister au soleil, parce que le houppier met le tronc à l'ombre, et des espèces qui ont des écorces fines n'ont pas de problème de brûlure de tronc. Quand vous avez un sol qui est minéral, les rayons du soleil, en se reflétant, brûlent ça, et donc c'est l'échec. Donc on ne se prive pas de mettre des essences, effectivement, qui sont adaptées à des ensoleillements très très forts, et qui vont mettre à l'ombre les autres derrière. Donc on mélange ça. Quelle taille? On est en train vraiment de se poser la question. Il y a tout un travail qui est engagé avec les pépiniéristes. Moi je suis vraiment dans l'idée qu'il faut baisser les arbres. On plantait jusqu'à maintenant du 20-25. 20-25, c'est un arbre qui a 1 mètre à 20 à 25 cm de circonférence. Des arbres qui ont entre 8 et 12 ans de culture en pépinière. Des arbres, quand on les met, déjà, ils ont souvent connu 3 pépinières, une qui les a multipliées, une qui a fait des tiges, et le dernier qui a fait grossir l'arbre. On les amène, nous, dans nos sols, qui sont quelquefois complètement différents. Nos arbres viennent tous d'un périmètre à peu près 80 km autour de la métropole.
mais on en a qui viennent de la Dombe avec des sols très argileux, on en a qui viennent entre Chambéry et la Tour du Pin, au bord du Rhône, dans des terrains plutôt d'alluvion, des sols très très différents, qui ont du mal quand même à s'adapter. Après, plus les arbres sont jeunes, plus leur système racinaire va s'adapter au nouvel environnement. Donc voilà, moi je serais plutôt d'avis de descendre en ville. On ne va pas mettre des tout petits arbres comme on fait sur les forêts urbaines, mais on va certainement descendre sur du 16-18. 16-18, 18-20, mais on n'ira pas au-delà. D'où viennent nos arbres? Ça aussi, c'est une question. Tout à l'heure, je vous disais, les pépiniéristes, quand on achète chez eux, c'est déjà très souvent le troisième pépiniériste. Et quand on achète un arbre, vous achetez un pin sylvestre, donc c'est des espèces qui poussent dans nos régions. Vous ne savez pas si les graines qui sont à l'origine de ces arbres ont été récoltées dans une tourbière du nord de l'Allemagne, avec des pH de 4 ou 5, ou si au contraire, ça arrive d'une zone très calcaire, où on a des pH de 9 ou 10. Et ça, du coup, c'est un véritable problème. L'une des idées, c'est effectivement, c'est si on continue à avoir ce dérèglement climatique, et je fais partie des pessimistes qui pensent que ça va continuer, malheureusement, on a peut-être intérêt de travailler avec des écotypes différents, c'est-à-dire bien des arbres des mêmes espèces, mais en allant chercher des graines dans les régions plus méridionales. À Lyon, aller les chercher dans le sud de l'Ardèche, sud de Drôme, le Gard éventuellement, et plutôt travailler sur les écotypes. Et pour travailler sur les écotypes, il faut connaître l'origine des graines. Ça, les forestiers, quand ils achètent des plants forestiers, savent où ont été récupérées les graines. Les arboriculteurs d'ornement, ça c'est quelque chose qu'ils ont complètement oublié. Donc moi c'est vraiment quelque chose que je demande à la profession, il faut absolument qu'on avance là-dessus. La biodiversité, s'il y a un sujet qui va nous péter à la figure très très rapidement, avant même le climat, avant toutes les autres disparitions d'espèces, et pourtant on sait pour les oiseaux, on sait pour les mammifères, c'est les insectes. On a déjà perdu 80% des insectes pollinisateurs en Europe, en Amérique du Nord. On perd 80%, ça veut dire qu'on n'aura plus certains végétaux. 80% des végétaux de nos régions sont pollinisés par les insectes. 84% des végétaux qu'on consomme sont pollinisés par les insectes. Ce qui veut dire que si les insectes disparaissent, tous nos paysages vont changer complètement et on va perdre la majorité de nos arbres. On va se retrouver avec des graminées partout, puisqu'elles sont pollinisées par le vent, et on mangera des pâtes, mais sans sauce tomate. Sauf pour les plus riches, parce qu'il y a des entreprises déjà qui travaillent à des systèmes pour polliniser artificiellement. Mais le kilo de tomates aura des coûts qui vont être juste colossaux. Donc il faut absolument qu'on s'occupe de ça. Ça, c'est un sujet qui fait très peu parler. Chaque fois qu'il y a des études, pourtant, elles vont toutes dans le même sens, et ce n'est pas spécifique à nos régions, c'est toute l'Europe, c'est toute l'Amérique du Nord, c'est l'Asie. On est moins documenté sur l'Afrique, mais on est vraiment dans une situation qui est critique, il faut vraiment avancer. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est un exemple un petit peu malheureux dans un de nos parcs urbains, le parc de Paris. Ces tilleuls-là ont attrapé un champignon qui fait pourrir les racines, très en profondeur, et on n'a pas moyen de détecter avant les arbres qui sont contaminés ou pas, et plusieurs arbres sont tombés, il y a eu 2 accidents. On a abattu les arbres, donc il y avait 120 arbres, 120 tilleuls. C'est du tilleul argenté en plus. Ne plantez pas des tilleuls argentés, c'est très dangereux pour les abeilles. Donc, et on a remplacé par 250 arbres, 250 arbres, 650 grands arbustes et 1250 petits arbustes et couvre-sol. Et la consigne, le cahier des charges que j'avais donné au service, c'était une floraison de février jusqu'à octobre. Dès qu'il fait beau chez nous à Lyon, en février, une journée chaude, on commence à avoir les premiers bourdons, quelques papillons et tout. Il faut absolument qu'ils aient à manger, et il faut qu'ils aient à manger tout le long. Alors à manger, c'est une chose, il faut également qu'ils puissent se reproduire. Les insectes, que ce soit les abeilles, les papillons et tout, ils sont assez éclectiques au niveau de la nourriture, ils sont un petit peu comme moi. Mais par contre, pour se reproduire, ils vont choisir des fois une seule espèce, un papillon est inféodé à un végétal, quelquefois un groupe d'espèces, mais on a intérêt à avoir vraiment un maximum de diversité. Donc ici, on a fait valider la liste par des entomologistes, on a enlevé 2-3 espèces qui étaient
des fausses bonnes idées. Et à côté de ça, on laisse de l'herbe pousser. Parce que même dans les graminées qui ne sont pas pollinisées, on a des espèces qui vont pondre et les larves vont se développer à l'intérieur. Donc c'est vraiment un ensemble. Ça, c'est de la vitrine, Parc de Paris. Ça nous sert un petit peu pour regarder ce qu'on peut faire dans les nouvelles plantations. Mais ce qu'on fait en ville, ça ne sert à rien d'avoir des hotspots où on va avoir plein de papillons, plein d'abeilles, et puis rien en ville. C'est-à-dire que même en ville, il faut qu'au pied de nos arbres, on ait de la végétation. Soit on a planté, soit de l'herbe qui a poussé. Et l'herbe, on ne la coupe que 2 fois dans l'année, et on ne la coupe pas avant le 15 juin. Ça fait râler quelques aigus, qui effectivement, on n'a plus des pieds d'arbre comme avant, mais c'est des choses qui sont juste indispensables. Quelques exemples sur la biodiversité également, parce que c'est un vrai sujet chez nous. On avait une friche de 12 hectares, juste à côté du parc de Paris, là, que je viens de vous montrer, sur laquelle on avait quelques criards qui nichaient, c'est des espèces que vous avez par chez vous, quelques crapauds calamites et le xéranthème fétide. Alors ici, on a joué les difficultés parce qu'on a pris des noms, un calamite, fétide, criard, bon, ça ne m'a pas aidé sur la communication. Et une friche qui se trouve à Vinicieux, en partie ici. Là, on arrive à Saint-Priest. Et là, on a un grand corridor qu'on essaie de reconstituer qui fera 20 km, qui reliera ce parc-là de 165 hectares, qui va tout droit sur Saint-Priest, enfin plein est sur Saint-Priest, et qui monte après pour rejoindre le grand parc de Méribel, où on a 2000 hectares. Donc on a 20 hectares de corridor à faire. Et juste au départ, on avait cette friche qui appartenait à la commune ici, et qui avait trouvé un promoteur qui voulait installer une centrale solaire, 12 hectares de panneaux solaires, alors qu'on était dans une ZAC avec des gens qui viennent juste d'acheter des appartements. Ils se seraient retrouvés devant un site assez extraordinairement laid. Mais à côté de ça, il faut du solaire, je ne suis pas contre le solaire. Voilà ce qu'on fait, on a vraiment gardé toute cette zone-là pour les œdicnèmes. Donc les travaux ont été faits cet hiver. On a 4 couples qui sont installés, mais on est surtout dans un site où, en automne, on a une centaine d'individus qui se rassemblent. Et ici, une zone pédagogique qu'on va faire l'année prochaine. Là, on est vraiment en train d'améliorer les sols, avec une mare pédagogique, un verger pour avoir une transition un petit peu entre les jardins familiaux et cette zone-là. Et voilà ce que ça donnait ce printemps. Donc déjà avec des crapauds calamites qui étaient dans les mares qu'on a créées. Bien évidemment, on est entouré de routes, des passages pour que les crapauds puissent passer sans se faire écraser. Sur Pézin, voilà, donc dans ma délégation, j'ai aussi les risques naturels et risques technologiques. Au sud de Lyon, pour ceux qui connaissent, on a la raffinerie de Fézin, mais on a surtout le plus grand PPRT de France, un plan de prévention des risques technologiques. On a 10 usines classées Céveso seuil haut. On a 5200 logements à protéger. Et il y a des logements qu'on ne peut pas protéger. Risque d'explosion, on a une raffinerie qui est ici, dans la zone grise. Si ça explose, le souffle sera trop fort, on aura des températures qui sont trop élevées. Donc, il a fallu démolir, enfin racheter et expulser, pour une partie d'entre eux, toutes les habitations, les commerces, les entreprises qui étaient ici. Et la loi prévoyait que ça reste en friche. Donc pour la commune, parce que le reste de la commune est habité, on est sur une commune de 10 000 habitants, qui n'avaient pas forcément envie, en bordure, d'avoir une friche. Ils ont déjà payé un lourd tribut à l'industrie. Et il a fallu, alors je venais d'être élu, j'étais naïf et tout, je ne savais pas que c'était pas possible. Donc j'ai insisté et tout, et au bout de quelques mois, la préfecture a autorisé à ce qu'on plante des forêts urbaines sur toutes ces zones-là. Donc on aura 10 hectares de forêts urbaines qu'on est en train de réaliser maintenant. Et j'espère aussi cette zone-là qui se retrouve sur une zone qui est interdite maintenant de fréquentation, où on avait une pépinière hors sol, donc qu'on devrait renaturer. Donc voilà, on démolit, on casse tout, les routes, les maisons. Et voilà ce que ça donne au bout de 2 ans. Les premières plantations ont été réalisées au bout de 2 ans. Les plants forestiers, ils ont beau être petits, ça démarre vraiment très très bien. Voilà, plantons. Tout
te laisse prendre la main, Pascal. Merci. Merci beaucoup, M. Athanas, pour cette présentation où on sent vraiment toute l'énergie apportée à cette entreprise que vous avez pris à bras le corps. Et alors, comme toutes les présentations précises et bien complètes, il y a sans doute beaucoup de questions, mais je vous propose de passer tout de suite la parole à M. Piel, qui a un impératif, il doit nous quitter à 20h. Donc le débat n'en sera que plus intéressant à l'aune de ces deux exposés. Alors moi je ne suis pas très... J'y suis arrivé moi, donc tout le monde peut y arriver. Je vais essayer de me rappeler ce qu'on m'a dit. Alors, je vais... Et là, je vais... Non, non, mais c'est bien ça. En matière de transition... Voilà, donc bonjour à tous, merci de m'accueillir. Donc moi je vais parler un peu de végétation des plaques, toute cette poésie de savoir. En revanche, je vais parler peut-être un peu plus d'eau. Et pour bien comprendre en quoi l'eau est liée à la ville et en quoi il y a un truc à faire, je vais repartir du début. Voilà. Donc ça c'est pour rappeler l'impact de la ville sur la nature. Voilà. Si on prend un espace naturel, une pluie normale, on va dire, je ne sais pas s'il y a des pluies normales à Nîmes, mais voilà, on peut dire des millimètres, voilà, il faut bien que je dise quelque chose, voilà. Qu'est-ce qui se passe globalement? Il y a la moitié qui s'infiltre et la moitié qui reste en surface. La moitié qui s'infiltre, il y a cette moitié qui va recharger les nappes. Donc ça c'est essentiel, la nappe c'est ce qui est la ressource, c'est ce qui fait que les cours d'eau ont encore de l'eau en plein été, c'est la ressource, c'est la base. Voilà. Deuxièmement, il y a une partie qui s'infiltre en surface, enfin du moins dans les premiers ou 2 premiers mètres. C'est aussi essentiel, c'est ça qui va faire pousser toute la nature. Voilà. Donc il faut cette eau-là. On a bien vu cette nature, elle a un impact en termes de biodiversité, aussi en termes climatiques. C'est énorme le lien sur le rafraîchissement. Donc c'est essentiel. Et puis il y a la moitié qui va, il y a une grande partie de cette moitié qui va s'évaporer ou s'évapotranspirer. Hein, c'est pour passer à travers les arbres, la végétation, pour s'évaporer. Et ça c'est pareil en termes de changement climatique, enfin de bioclimatique, un îlot de fraîcheur, de rafraîchissement, c'est aussi essentiel. Toute l'énergie que l'eau va consommer pour passer de l'état liquide à l'état gazeux, toute cette énergie va consommer des calories, donc ça va générer du froid. Donc la nature, étonnamment, ça fait un peu magique, mais en réalité c'est aussi un peu un frigo. Donc c'est important aussi cette évapotranspiration. Et puis il y a un petit peu de ruissellement. Voilà, il y a 10% qui ruissellent tout doucement, donc voilà, sur un hectare, ça peut mettre jusqu'à 24 heures pour aller jusqu'au point bas. Donc c'est un tout petit débit qui s'écoule. Si sur ce même espace, on met une ville, là ça change tout. C'est pas le changement climatique, bien sûr le changement climatique impacte, mais globalement, déjà il y a beaucoup moins qui s'infiltrent. C'est-à-dire que les nappes petit à petit se réduisent, c'est un vrai souci. Les sols ne sont plus hydratés, donc dépérissent, donc se stérilisent. Problème. Un peu moins d'évapotranspiration, puisqu'il y a beaucoup moins d'arbres. En revanche, beaucoup de ruissellement, donc ce qui génère des inondations. Voilà. Et c'est à travers ce problème-là qu'on a commencé à changer les choses. Voilà. À partir du 19e siècle, on s'est dit, ben voilà, on va arrêter toute cette nature. On avait un côté un peu lutteur, on a parlé tout à l'heure des ingénieurs, Alphand, etc. On a imperméabilisé, et puis on a séparé l'eau du sol. L'eau, on les a mis dans les réseaux pour les évacuer au plus vite possible. Le problème, on voit bien, c'est que ça inonde. Voilà, ça génère du... Voilà, donc, on va dire, il y a encore une trentaine d'années, il y avait ce problème d'inondation. Et comme il y avait un problème d'inondation, on réfléchissait à comment régler ce problème d'inondation. D'ailleurs, c'est à Lyon qu'on était les plus novateurs avec notre ami Bernard Chouquin, qui est l'hydrologue de référence sur ce sujet-là. Voilà, donc il y avait des inondations, donc on cherchait des solutions pour régler les problèmes d'inondation. Voilà, donc on a agrandi les tuyaux, on a fait des gros bassins de rétention comme ça, donc des ouvrages techniques qui n'étaient pas forcément très pertinents, puis surtout qui étaient 100% inondés uniquement pour les pluies les plus exceptionnelles. C'était une façon de contenir les pluies quand il y avait une grosse. Et puis en 92, il y a eu la loi sur l'eau,
Donc on a demandé aussi à tous les aménageurs de faire des bassins de rétention. Donc on a fait ce type de dispositif. Tout ça servait à lutter contre les inondations. Voilà. L'eau dans la ville, c'était un problème, les inondations. Il y avait une solution, c'était les bassins de rétention. Voilà, je passe un peu vite. Il y avait plein de systèmes qui fonctionnaient plus ou moins bien, qui sont encore utilisés. Mais bon, voilà. Donc après, on s'est dit, mais finalement, cette eau-là, cette eau des pluies exceptionnelles, elle est là que de façon exceptionnelle. Donc peut-être qu'on peut l'intégrer dans la ville. Donc on a commencé à faire des bassins de rétention qui s'intégraient un petit peu. On commence à avoir un bureau d'études qui a fait son trou, donc son bassin de rétention, et qui a demandé à un paysagiste, qui n'est pas des plus brillants, de planter exactement comme fallait pas faire. Voilà. Donc c'est des premières réflexions. Là c'est pareil, on fait une ZAC immonde et on fait un bassin de rétention immonde. Vous voyez, il y a une recherche de cohérence qui est assez bien réussie. Mais on voit bien que la problématique de l'eau, c'est encore une fois que les inondations. Et petit à petit, on commence à reprendre les techniques qu'il y avait avant, donc qui étaient les fossés, qu'on appelle aujourd'hui des nous, hein, c'est plus correct, mais en réalité c'est des fossés. Donc quand il pleut, les eaux vont dans le fossé, et puis soit elles s'infiltrent tout doucement, soit là en l'occurrence c'est le cas, elles vont rejoindre un réseau, un égout, mais le temps qu'elles rejoignent ce réseau d'égout, ce réseau s'est désaturé, donc il n'y a pas d'inondation. Et après on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, travailler sur un parc, hein, là où il y a de l'existant, et tout simplement revoir le parc. Donc on a redessiné parfois des parcs, et puis on a fait en sorte qu'en fonction des pluies, ça s'inonde, mais très peu de temps, puisque c'est l'eau excédentaire. Donc à la fin, on retrouve ce type de choses, donc c'est plutôt pas inintéressant, parce que ça participe de l'aménagement. Mais là encore, l'eau, c'est encore une nuisance, mais elle n'a pas de lien avec la nature en réalité. Et puis ensuite, on s'est dit, mais finalement, peut-être qu'on pourrait revoir un peu l'organisation de la ville. Et d'ailleurs, Nîmes, c'est un peu ce qu'a fait Nîmes, quand il y a eu les grosses catastrophes dans les années 90, là, il y a eu Jean Nouvel, etc., qui a fait tout un tas d'aménagements. C'était déjà en lien avec l'aménagement de la ville. Voilà, là, c'est en Bretagne, c'était à l'époque, on pouvait organiser des terres d'école, où on s'est dit, mais on va quand même regarder quel est le fonctionnement naturel de l'eau hein, sur ces terres agricoles. On a regardé les écoulements, les zones humides. Et puis on s'est dit, on va construire en fonction de ça. Et donc on a fait nos plans minces en fonction de l'eau, en fonction de la géographie. Et là on commence à avoir un lien déjà entre eau et paysage. Ce qui veut dire qu'on avait nos cheminements d'eau, et le long de ces cheminements d'eau, eh bien on a fait des nous, et le long de ces nous, on a mis des arbres. Puisqu'on s'est dit, ben, l'eau va pouvoir arroser les arbres. Même j'ai dit, mais en fait oui, il va y avoir des promenades qui seront rafraîchies. Donc vous voyez là, il commence à y avoir ce lien avec la nature, quoi. En quoi l'eau et le sol peuvent être producteurs de confort. On a fait la même chose à l'échelle de la parcelle. J'ai un peu vite, hein, voilà. Et puis voilà ce que ça donne. Donc c'est déjà une présence de la nature, c'est-à-dire que lorsqu'il pleut, les eaux ruissellent, elles passent à travers des noues, plus ou moins minérales, et elles font pousser les choses. Donc il y a quand même ce lien aux nature. Ici. Voilà. Ça, c'était avant. Depuis, il y a des choses qui peuvent changer. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, alors voilà. Aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Les choses ont un peu changé, ouais. Parce que on a déjà d'autres problèmes hydrologiques qui ont été évoqués tout à l'heure. Donc on a bien jusqu'à maintenant ce que je vous parlais, c'est les pluies exceptionnelles, éviter les inondations. Mais on s'est aussi aperçu que les petites pluies, les pluies courantes, je ne sais pas si il y a des pluies courantes à dire, lorsqu'il pleut, effectivement, elles ruissellent, elles se chargent de fines diverses, hein, de polluants divers, et puis ensuite elles vont rejoindre les égouts. Donc elles se mêlent avec les eaux des égouts, alors si c'est des eaux unitaires, si c'est des égouts unitaires, bon, elles se chargent. Mais même quand ce n'est pas des eaux unitaires, les réseaux sont simples. Elles se chargent en polluant et puis elles augmentent les volumes. Donc on ne peut pas emmener toutes ces eaux jusqu'aux stations d'épuration. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a des déversoirs d'orage pour ça. On balance tout ça dans le milieu naturel, en l'occurrence le Rhône. Donc à chaque fois qu'il pleut, on pollue le milieu naturel. Donc on s'est dit, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on abatte les petites pluies. Voilà. Donc il y a un nouveau sujet, c'est l'abattement des petites pluies. Et c'est ça qui fonde toute la réflexion, puisque maintenant on se dit les eaux, on va les infiltrer pour faire une ville spongieuse. Donc pour faire une ville spongieuse, on va devoir mettre de la terre,
et eau plus terre, on va pouvoir faire des choses. Voilà. Donc ça, c'est pas de la poésie, hein. Là, j'ai mis le règlement à Paris. Peut-être à Lyon, c'est la même chose, hein. C'est 10 mm, je crois, peut-être même 16. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix quand vous déposez un permis, il faut que votre parcelle soit spongieuse. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un peu de pleine terre. S'il n'y a pas de pleine terre, il faudra mettre des toitures terrasses végétalisées, de la terre sur vos sols, mais il faut que lorsqu'il pleut, 16 mm, c'est déjà une belle pluie, il faut qu'elle s'infiltre. En tout cas, elle ne ruisselle pas à l'extérieur, elle n'aille pas dans les égouts. Comme ça ne charge pas les réseaux, donc ça ne pollue pas le milieu naturel. Donc ça change tout pour nous les urbanistes et pour vous qui l'êtes. Autre chose, il y a cette notion de nature en ville. Il y a 20 ans, on s'en foutait complètement. Bon, allez, il y a 25 ans. Aujourd'hui, c'est obsessionnel, on voit bien, et tant mieux. La place de l'eau, c'est pareil avec les hygiénistes, on avait fait disparaître l'eau. Aujourd'hui, on accepte que l'eau soit dans la ville. L'eau de pluie, aussi l'eau du fleuve, lorsque ça déborde, etc. On construit en intégrant le fait qu'il y aura peut-être de l'eau. Et puis on considère aussi l'eau comme une ressource. Très longtemps, en France, on disait, mais de l'eau, on en a plein, donc il n'y aura jamais de problème. En réalité, on voit depuis quelques années qu'il n'y en a pas tant que ça. Et qu'il peut arriver, pas tout le temps, mais en période de pointe, par exemple à Lyon, on a bien vu, dans les Pyrénées-Orientales, n'en parlons pas, où il n'y a pas d'eau. Donc il y a bien en France des problèmes d'eau, donc l'eau devient précieuse, enfin redevient précieuse. Donc voilà, ça a complètement changé les mentalités. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on construit, on doit faire cette ville spongieuse, et pour qu'elle soit spongieuse, il faut y mettre de la nature. C'est bien que les règlements d'aménagement, les règlements d'assainissement, vous voyez, on parle même plus de tuyaux, on parle directement de toiture terrasse, de végétation, etc. Lyon beaucoup, mais bon, voilà. Donc ça a tout changé. Et même dans les règlements, on va dire, ben, avec l'eau, on va aussi travailler sur le climat, sur la température, on l'a vu, vous voyez. Et donc voilà, ça c'est des documents réglementaires. Voilà, je ne rentre pas dans le détail. Et donc, comment on l'a vu aussi, en fait je ne fais que répéter, on a complètement changé l'approche. Là où avant on mettait des bordures pour que l'eau n'aille pas dans les espaces verts, aujourd'hui on enlève la bordure pour alimenter les espaces verts. Ça a complètement changé, quoi. Et là c'est très intéressant parce que l'eau devient ressource. C'est plus uniquement le risque, comme on l'a vu pendant 20 ou 30 ans, hein, c'était que l'inondation qui posait problème. Aujourd'hui, non, c'est une ressource, et il faut que ce soit une ressource dans une ville spongieuse. Donc là on peut faire plein de choses, quoi. On s'est même mis à découper, on l'a vu aussi, à des espaces qui étaient déjà existants, qui étaient complètement imperméables. Donc on a découpé pour que l'eau s'infiltre, recharge les sols, recharge les nappes. Là, c'est quelques exemples de l'existant. Là, c'est une agence qui s'appelle Wagon Landscaping, c'est juste pour montrer la chose, où dans un quartier à la Courneuve, il faisait très chaud, il y avait un parking qui ne servait pas à grand-chose, et on leur a demandé de végétaliser la chose, mais à pas cher, quoi. Donc ils ont découté le bitume, ils ont mis des graines, et puis ils ont laissé pousser, quoi. Et donc effectivement, ça participe du rafraîchissement, ça participe de la biodiversité, c'est pas très cher, mais on voit bien que la ville, elle est en train de changer par ce type d'approche. Et donc, tout a été dit, mais bon... non mais c'est pas grave, c'est bien, parce que ça fait partie de l'histoire, c'est ça qui est intéressant. Et donc on s'est dit, mais fondamentalement, pourquoi on n'irait pas faire les arbres qu'une ressource? Donc on s'est mis à dessiner des cheminements pour aller alimenter les arbres. Là par exemple, je mets cette image, puisqu'elle est forte, c'est en Argentine, il fait très chaud, quand on marche sur les mailles, il fait plutôt frais. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'arbres. Pourquoi les arbres sont en pleine forme alors qu'il y fait très chaud? Parce qu'ils ont les pieds dans les caniveaux, quoi, tout simplement. Donc c'est aussi de dire que c'est à nous les urbanistes d'intégrer ces démarches-là, quoi. C'est à nous de faire ça, c'est pas très compliqué, il faut juste le faire. Et on voit d'ailleurs que ça a été fait depuis toujours, hein. On retrouve les solutions fondées sur la nature, sur l'histoire, etc. Et il y a plein de formes urbaines. Ça c'est à Tokyo, c'est exactement la même chose. On récupère les eaux, on va alimenter les arbres, et l'arbre il est en pleine forme. Vous voyez, donc on n'est pas obligé de mettre de la nature partout, mais c'est aussi des processus naturels. Vous voyez, c'est ça qui va faire que petit à petit, on va alimenter les choses. J'en parle pas, la fosse continue, on en a parlé suffisamment, c'est intéressant, voilà, ça c'est bon, ça c'est bon. Ce qui est intéressant, c'est que ça change complètement les mentalités. Aujourd'hui, on se dit, mais finalement, on peut tout déconnecter, quoi. Donc là, c'est en Belgique, on nous a demandé de déconnecter la cité, quoi. Donc là, d'un coup, nous qui sommes hydrologues, on nous a demandé de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire à la place. Et donc, déjà, on a réfléchi, on s'est dit, les voitures, il y en a moins besoin aujourd'hui, donc on peut supprimer les voiries.
On a déconnecté les descentes d'eau des bâtiments, on en a fait des cheminements, et puis comme c'est un espace qui s'inondera, il y aura des endroits où l'eau va s'infiltrer, et puis il y a des endroits où, même en cas de pluie exceptionnelle, on va stocker les eaux. Et comme c'est exceptionnel, il n'y aura pas d'enfants, donc on peut même faire une aire de jeu qui va servir de bassin de rétention en cas de pluie exceptionnelle. Donc on voit que c'est un espace qui va être frais, et en même temps qui va complètement réintégrer l'eau comme ressource et comme facteur de valorisation. Ce qui est super aussi pour les plus vénales d'entre nous, plus vénaux, hein, bref, c'est que c'est que c'est très bien financé par les agences de l'eau. Donc surtout si vous avez à faire ça, appelez les agences de l'eau, elles sont pleines d'argent. Mais vraiment, là, je vous assure, elles sont toujours heureuses de distribuer leur argent. Je ne plaisante pas, c'est vrai que c'est pas vrai. Ah, voilà. Dès que vous déconnectez les eaux, c'est de l'eau qui n'ira pas. C'est de l'eau qui n'ira pas dans leur station d'épuration. Donc eux, ils financent ça. Voilà. Donc ils financent la renaturation de la ville, la spongiosité de la ville. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Et donc voilà, ça donne ce type de choses. Je vais très vite. C'est bien qu'on arrive à ce type de choses. Ça par exemple, donc là c'est un exemple très très dense, c'est un petit peu forcément votre jardin, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer jusqu'où ça peut aller. Là par exemple, c'est en Ile-de-France. On a imposé de gérer les petites pluies, donc il faut faire un espace spongieux. On a obligé à gérer les pluies exceptionnelles, donc il faut pouvoir contenir. On a obligé à ce que chaque parcelle intègre sa contrainte, ces deux contraintes-là. On a obligé à ce que lorsque l'eau s'écoule, elle s'écoule sur la voirie, il n'y a plus de tuyaux, on enlève les tuyaux. Et c'est bien que ça donne ça en fait. Donc effectivement il va y avoir du verre. Donc dans le détail, voilà, chaque architecte, avec ses bureaux d'études, va devoir mettre de la terre sur ses toits. Sur cette terre, il va forcément pousser quelque chose. Et puis aussi réserver un petit peu d'espace pour la pluie exceptionnelle. Voilà. Il va faire ça aussi, là en l'occurrence il y a une dalle, il y a un centre commercial en dessous. Donc même sur la dalle, ils vont créer des espaces de végétation pour pouvoir éponger l'eau. Mais comme il y a de la terre et le sol, il y a de la végétation. Et comme il y a de la végétation, on a des espaces qui sont frais. C'est-à-dire qu'en réalité, par la contrainte de l'eau, on va avoir tout un tas de déclinaisons qui vont au service de la ville. Et donc, en répondant à la contrainte de l'eau, on va répondre à d'autres contraintes, celles de la nature en ville, celles du rafraîchissement, celles de la biodiversité, etc. Je vais très vite. Voilà, le quartier, c'est ce type d'aménagement, comme on a vu tout à l'heure, où il y a effectivement des espaces qui sont frais, rafraîchissants, on a désimperméabilisé, c'est pourtant des espaces urbains très sollicités, mais on fait en sorte que l'eau, elle ne rejoigne pas les réseaux. Et ça, encore une fois, bassin de rétention pour les pluies courantes, et puis en cas de très grosse pluie, ça inonde l'aire de jeu, ça c'est une fois tous les 30 ans, donc c'est pas dramatique. Vous voyez, donc c'est intrinsèquement, quand on se promène, on ne voit pas tout ça. Mais en réalité, c'est complètement dessiné avec l'eau. Il y a une très forte présence de la nature. Voilà, donc il communique évidemment là-dessus. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un bureau d'études qui s'appelle Mugo, qui est allé voir les différents promoteurs en disant vous avez des toits qui ont été végétalisés parce qu'il faut rendre la ville spongieuse, vous ne savez pas quoi en faire, nous on fait de l'agriculture urbaine, laissez-nous les terrasses en gestion, on va faire de l'agriculture urbaine. Forcément les promoteurs ils étaient ravis, le terme agriculture urbaine c'est super. Ils ont dit laissez-nous une petite cahute pour vendre la production, donc là c'était le circuit court, formidable. Ce sera avec des personnes qui seront en réinsertion. Oh là là, super. Bref, les promoteurs, ils ont pu cocher toutes les cases voilà. Donc, c'est ravi de faire ça. Donc, effectivement, on va vers ça. J'en rigole un peu, mais néanmoins, on va effectivement avoir des villes qui auront 1 mètre de terre, parfois moins, sur leur toit. De la terre qui sera quand même plutôt de bonne qualité, parce qu'on ne va pas mettre d'un 30, choses comme ça, ou en tout cas beaucoup moins. Et donc, finalement, on va se retrouver avec des sols qui ne sont pas aussi inintéressants que ça. Et même dans la logique du ZAN, pour ceux que ça parle, zéro artificialisation nette, peut-être qu'on pourra dire, nous on crée des villes qui ont aussi des fonctions écosystémiques en termes de biodiversité, de choses comme ça. Donc voilà, c'est la réponse. J'en ai pas fini. Le problème dans tout ça, c'est que c'est bien beau de pluie, n'est-ce pas? Le problème, c'est qu'effectivement, le gros sujet, c'est la nature, et c'est surtout la nature l'été, pour qu'elle soit rafraîchissante. Ça, c'est le vrai souci. Donc on pourrait se dire, c'est pas grave, avec notre pluie, on va pouvoir faire des choses.
Mais on voit bien qu'il y a un souci, c'est que l'eau de pluie, elle n'est pas forcément là l'été. La preuve, peut-être que vous avez des réservoirs dans vos descentes d'eau, là, chez vous. Souvent, ces réservoirs sont vides à partir de mi-juillet, presque. Hein, fin juin. Donc, l'idée, c'est quelle autre eau on a dans la ville. Et donc, c'est vers ça que nous, on commence à chercher, pas que nous, hein, mais qu'on est à la quête. Là, c'est un quartier où, en Belgique aussi, où ils n'ont pas encore ce climat-là, ici. Bref, c'est dans un Talweg, on nous a demandé d'enlever les parkings et puis de faire une promenade qui récupère les eaux de pluie. Voilà. Donc on a fait des petites noues, etc. Et puis on s'est dit qu'on va faire des îlots de fraîcheur. Sauf que, effectivement, les îlots de fraîcheur, en plein été, avec la végétation, la végétation, elle va mourir. Donc ce qu'on a fait, donc ça c'est la végétation en temps normal, etc. Ça c'est nos espaces de fraîcheur. Et en fait on s'est dit, on va prendre l'eau de pluie et on va infiltrer l'eau de pluie dans la nappe, toute l'année. Et l'été, avec une petite éolienne, on va récupérer cette eau et on va hydrater la végétation. Et on est allé voir la police de l'eau en disant, ben voilà, nous, on n'a pas de réservoir suffisamment grand pour que l'eau de pluie, elle peut durer toute l'année, donc laissez-nous jouer avec la nappe. Et en contrepartie de toute cette eau qu'on a infiltrée, laissez-nous en reprendre un tout petit peu en période de stress hydrique. Vous voyez, donc on commence à jouer avec la nappe. Donc, vous voyez, c'est un urbanisme qui commence à être plus en lien avec sa géographie. Il y a tout un tas d'endroits, en France ou ailleurs dans le monde, où il n'y a pas forcément de nappe accessible. Mais par contre, parfois, c'est le cas. Donc, vous voyez, c'est là les solutions fondées sur la nature, c'est que c'est lié à la géographie, à la nature, etc. Voilà. Ça, c'est l'éolienne, ça va tourner, elle est immonde, mais l'idée est quand même là. Autre sujet, c'est toujours la même chose. Quelle eau on a de disponible? Et là, on a un quartier à Strasbourg. On était missionnés, nous, par l'agence de l'eau, toujours, hein, parce qu'ils ont ce souci-là. La mission, c'était de créer des îlots de fraîcheur en milieu urbain, dans les quartiers qui aident PNRU, donc c'est les quartiers de logements sociaux. Et en fait, donc on a eu plusieurs quartiers étudiés. Là, c'est un des quartiers qui est en cours de rénovation, donc il crée un grand mail piéton. Il y a un autre grand mail piéton. Et ils ont déjà prévu de laisser s'écouler les eaux de pluie dans ce parc, pour que cette parc soit végétalisée et hydratée par la pluie. Hydratée par les petites pluies, comme on l'a vu, hein, la ville spongieuse, et puis également recevoir les pluies exceptionnelles. Donc voilà, ce serait leur grand bassin de rétention. Nous, avec notre approche de l'îlot de fraîcheur, on s'est dit, mais le problème, c'est qu'en plein été, quand on aura envie de fraîcheur, on n'aura pas l'eau. Donc on risque même de faire crever les végétaux. D'autant que qu'est-ce que nous, on veut comme végétaux, c'est des végétaux qui évapotranspirent l'été, quoi. Et en fait, on a vu qu'il y avait une piscine ici, là, une piscine publique. Et une piscine publique, réglementairement, ça va rejeter 30 litres par jour et par usager. Autant vous dire qu'en plein été, la piscine, elle est pleine. Donc c'est un volume qui est remis tous les jours dans les réseaux, qui est considérable. En plus, là, c'est pas 30 litres qui rejettent, c'est 100 litres par usager. Donc il y a quasiment 100 mètres cubes par jour qui repartent au réseau. Donc on a négocié avec la police de l'eau. On avait d'abord envisagé ça. On avait dit, on va récupérer les eaux de la piscine, on va les traiter un petit peu dans un château d'eau, et puis ensuite on va les distribuer via un réseau. Et en fait, on s'est dit, maintenant on va faire autrement. On va même prendre les eaux de la piscine, les traiter, les infiltrer, et recharger la nappe. C'est exactement le même principe. On va recharger la nappe toute l'année. Et l'été, même en période de stress hydrique, et surtout en période de stress hydrique, et même en période d'arrêté préfectoral qui interdit l'arrosage, nous on a négocié en disant, on va reprendre, laissez-nous reprendre 1/20 de tout ce qu'on a mis dans la nappe le reste de l'année. Et donc on pompe comme ça dans la nappe de l'eau en plein été pour hydrater cet espace vert. Donc vous voyez, c'est vraiment une façon de réintroduire la nature dans la ville, les processus naturels dans la ville. Voilà. Je ne sais pas si je vous ai perdu ou pas, mais l'idée c'est vraiment de jouer avec les eaux et de retrouver ces processus. C'est-à-dire on retrouve le petit schéma que je vous ai montré au tout début où il faut infiltrer. Voilà. Oui, mais si la nappe elle n'avait pas été proche, eh bien, on aurait trouvé une autre solution. Voilà. Non, mais si la nappe n'avait pas été proche, eh bien on aurait fait ça. C'est-à-dire qu'on aurait tiré un réseau
d'ailleurs qui aurait fonctionné gravitairement, parce qu'avec l'eau dans le château d'eau, on avait, selon le système des vases communicants, on aurait eu l'eau gravitairement, donc ça aurait fonctionné aussi, mais là, en termes de coût, c'était beaucoup plus important, parce qu'il y a, je sais pas, 1 ou 2 kilomètres de réseau. Ça a tout de suite des coûts, et voilà, c'était plus simple pour nous de faire la chose, et ça a été bien accueilli par les services publics, donc voilà. Il n'y a pas d'irrégularité, non? Oui, mais en fait, non, il y a du chlore, mais en fait, on déchlore, c'est assez simple de déchlorer, c'est pas tellement un problème. Donc, c'est pas du tout un souci, c'est vraiment une eau qui est très propre. Et d'ailleurs, j'ai pas fini, hein. D'ailleurs, on avait, si on avait fait ce système-là, il n'y avait vraiment absolument aucun souci avec le chlore. Le fait qu'on injecte dans la nappe, il peut y avoir des résidus, des choses un peu différentes. Il a fallu qu'on démontre que la qualité de l'eau sera compatible avec la qualité de la nappe. Il ne faut pas perturber cet équilibre. Donc ça peut être un peu plus fin. Mais là, dans ce dispositif-là, c'est très simple en fait. D'autant plus qu'avec ça, on hydrate des végétaux qui ne sont pas du tout des potagers ou des choses, on ne peut pas manger, quoi. Donc là-dessus, on a cette... Je termine juste après, voilà, je passe là-dessus. Là, c'est un peu de la rigolade, mais c'est pour le plaisir, et puis surtout, ça va se faire. C'est une fontaine, c'est pareil, dans un autre quartier, haute fraîcheur. On nous a montré une fontaine qui fonctionnait à l'époque avec de l'eau potable. Et on a dit, bah, nous, on peut essayer de faire quelque chose dessus. Donc ça, c'était le socle qui est resté. Voilà, donc nous, on a repris le socle. Et puis, pour faire de la fraîcheur, donc, on a remis des arbres. Voilà. On va remettre des arbres. Et puis, on va créer aussi de l'ombrage. On a mis un espèce de toit. Et puis, on a récupéré les eaux grises d'un bâtiment à côté, les eaux pluviales des eaux pluviales du parc ça va, les eaux grises aussi d'une fontaine, une fontaine à eau là, à pression qu'on récupère. En plein été, c'est très précieux. Et puis ça, on va voir si ça fonctionne ou pas, je suis pas sûr, mais j'aime bien en parler quand même. C'est une tour de rosée, on récupère la rosée. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y a des toiles dans les pays du sud, pour ça, ils dressent des toiles, et puis l'humidité, c'est la rosée, parce qu'il y a l'humidité de la nuit qui se condense, et qu'on récupère. Voilà. Donc on peut s'amuser comme ça, à des choses différentes, comme ça, là on a récupéré tout ça, et puis, pour que l'eau monte pour arroser les arbres, on a mis des jeux pour enfants, pour que les enfants sautent sur les matelas d'eau. Hein, c'est une façon un peu d'exploiter l'enfant en pleine chaleur. Et voilà, c'est une façon aussi d'associer la population à tous ces cycles de l'eau, à l'attention de l'eau, etc. Vous voyez donc le chemin qu'on peut parcourir entre ce qu'on voit au tout début, enfin, qui était quand même très artificiel, et comment petit à petit on désartificialise la ville, et on réintroduit comme ça des processus naturels en mêlant terre, eau et forcément la nature. Voilà.